Nous venons vers vous avec des informations urgentes de dernière minute. Et ce que nous allons vous dire est quelque chose qui change entièrement le calcul de ce conflit. La troisième vague est arrivée. L'Iran frappe de nouveau Tel Aviv. Des vidéos affluent en ce moment, en provenance de toute la zone métropolitaine. Pas un ou deux extraits. Des dizaines. Depuis différents quartiers, sous différents angles, à différentes distances. Et toutes documentent la même chose. Des explosions. Des incendies. Une ville qui encaisse, pour la troisième fois en moins de 24 heures. Et cette vague est différente des deux premières. Pas seulement par son ampleur. Mais par ce qu'elle nous dit sur la direction que prend ce conflit. Parce que les batteries patriotes ne tiennent pas. Le dôme de fer ne tient pas. Deux des systèmes de défense aérienne les plus coûteux, les plus éprouvés au combat, les plus politiquement significatifs jamais déployés sur un même théâtre, sont franchis simultanément. Encore une fois. Par un pays que l'évaluation d'avant-conflit décrivait comme militairement dégradé. Soyons directs sur ce que cela signifie. Après la première vague, des commandants américains et israéliens ont procédé à une recalibration d'urgence. Les positions des batteries ont été ajustées. Les paramètres radars ont été mis à jour, en fonction des profils de vol observés lors du premier engagement. Des stocks supplémentaires d'intercepteurs ont été avancés. L'hypothèse opérationnelle avant la deuxième vague, c'était que les leçons de la première vague avaient été assimilées, et que l'architecture de défense était mieux positionnée pour répondre. La deuxième vague a prouvé que cette hypothèse était fausse. Après la deuxième vague, le même processus s'est reproduit. Plus d'ajustements. Plus de recalibration. Plus de confiance affichée dans les canaux officiels, affirmant que les systèmes s'adaptaient à la menace. La troisième vague est en train de prouver que cette hypothèse est fausse, elle aussi. Et voici la question à laquelle personne, à Washington ou à Tel Aviv, n'a de réponse confortable, à l'instant. À quel moment la recalibration cesse-t-elle de fonctionner ? À quel moment ce schéma vague, échec, ajustement, vague, échec, ajustement nous dit-il quelque chose de fondamental sur l'écart de capacité entre ce qu'est le missile Fatah, et ce pourquoi l'architecture de défense existante a été conçue ? Ce moment, c'est peut-être maintenant. Le système Patriot mérite un examen spécifique dans le contexte de cette troisième vague, parce que son échec porte des implications qui dépassent largement Israël. Les États-Unis ont vendu ou déployé des batteries patriotes dans des dizaines de pays à travers le monde. C'est la pierre angulaire des partenariats américains de défense aérienne, de l'Europe au Golfe, jusqu'au Pacifique. Chaque gouvernement qui a acheté Patriot, chaque partenaire d'alliance qui a bâti sa doctrine de défense aérienne autour d'une technologie fournie par les États-Unis, regarde ce qui se passe au-dessus de Tel Aviv, en ce moment même, et fait ses propres calculs. Et ces calculs ne sont pas confortables. L'intercepteur PAC-3, la variante Patriot la plus avancée actuellement en service, a été conçu spécifiquement pour vaincre les menaces de missiles balistiques. Son historique de performance dans le Golfe, face aux attaques de missiles outils visant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a été utilisé de manière constante par des responsables et des sous-traitants américains de la défense comme preuve de son efficacité opérationnelle. Cet historique était réel. Face à la menace pour laquelle il a été conçu, le PAC-3 a fonctionné. Mais le Fatah n'est pas la menace qu'il a été conçu pour vaincre. Et la troisième vague rend cet écart visible, pour chaque planificateur militaire, chaque responsable des achats, et chaque gouvernement allié qui observe ce conflit en temps réel. L'échec du dôme de fer, dans cette troisième vague, entraîne un autre ensemble d'implications, différents, mais tout aussi significatifs. Le dôme de fer n'a jamais été conçu pour arrêter des missiles balistiques. Ses paramètres de conception visent des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie. Le profil de menace du Hamas et du Hezbollah. Le type de projectile tiré vers des centres de population israéliens depuis Gaza et le Liban depuis 2 décennies. Ces taux d'interception, face à cette menace précise, ont été véritablement impressionnants. Cela n'est pas contesté. Ce qui est contesté, c'est autre chose. Ce que la troisième vague tranche avec une brutalité définitive, c'est la question de savoir si le succès du dôme de fer contre une catégorie de menaces a créé une surconfiance psychologique et doctrinale, qui a rendu Israël moins préparé face à une menace qualitativement différente.
L'idée que des milliards investis dans un système qui fonctionne extraordinairement bien contre des projectiles lents et prévisibles ait créé un faux sentiment de sécurité quant à la capacité globale de l'architecture de défense antimissile à gérer des menaces rapides, manœuvrantes, hypersoniques. La réponse visible, dans les images qui sortent de Tel Aviv en ce moment, est oui. Parlons maintenant de la position stratégique que cette troisième vague crée pour les deux camps. Pour l'Iran, la troisième vague réalise quelque chose qui dépasse les dommages physiques infligés à Tel Aviv. Elle démontre la durabilité. Une vague pourrait être un coup de chance. 2 vagues pourraient être une réserve préparée en cours d'épuisement. 3 vagues racontent une autre histoire. 3 vagues disent que la capacité Fatah de l'Iran n'était pas un stock limité, destiné à s'épuiser dès les premiers échanges. 3 vagues disent que les planificateurs militaires iraniens ont construit cette capacité avec suffisamment de profondeur pour soutenir une campagne, et pas seulement une démonstration spectaculaire unique. Cette durabilité change toute l'image stratégique. Si Israël et les États-Unis ne peuvent pas être certains qu'une 4e vague, une 5e vague, une 6e vague ne viendront pas. Et après 3 vagues, il n'existe aucune base rationnelle pour cette certitude. Alors chaque décision qu'ils prennent sur l'escalade, sur la poursuite des opérations en Iran, sur l'ampleur et la durée de ce conflit doit être prise avec, en arrière-plan, une capacité iranienne ouverte, potentiellement sans limite, de frapper Tel Aviv. Ce n'est pas l'arrière-plan qui avait été anticipé lorsque cette opération a été conçue. Pour Israël, la pression politique intérieure générée par une 3e vague frappant Tel Aviv atteint un niveau qu'il est difficile d'exagérer. Le public israélien a encaissé la première vague avec choc. La 2e vague, avec un mélange de peur et de détermination. La 3e vague, c'est autre chose. La 3e vague pose une question que le public israélien et l'establishment politique exigeront qu'on y réponde. Quel est le plan ? Pas le plan pour la prochaine frappe sur l'Iran. Le plan pour empêcher des missiles iraniens d'atteindre des villes israéliennes. Le plan pour défendre une population qui regarde désormais son principal centre métropolitain encaisser son 3e bombardement hypersonique consécutif. Cette question n'a pas de bonne réponse, pour l'instant. Et l'absence d'une bonne réponse est politiquement toxique, dans une démocratie sous le feu. Pour l'administration américaine, la 3e vague arrive au pire moment possible du cycle politique intérieur. Nous avons déjà largement couvert, dans nos analyses précédentes, la trajectoire que créent des hausses prolongées des prix du pétrole et un conflit durable, pour les calculs électoraux des élections de mi-mandat. La 3e vague ajoute une couche supplémentaire à ce problème politique. Pas seulement la douleur économique liée à la fermeture d'Ormuz, et des prix du pétrole qui poussent vers, puis au-delà de $100. Mais l'impact visuel et émotionnel d'une technologie de défense aérienne fournie par les États-Unis, qui échoue 3 fois de suite à protéger une grande ville alliée d'une attaque de missiles. Les contractants de la défense américaine, la crédibilité militaire américaine, et les engagements d'alliance des États-Unis, sont visiblement sous tension, dans les images qui sortent de Tel Aviv ce soir. Cette tension va provoquer des auditions au Congrès. Elle va alimenter des attaques politiques de l'opposition. Elle va générer des questions, de la part de chaque allié américain à travers le monde, sur la fiabilité des systèmes de défense et des engagements de défense sur lesquels repose l'architecture de sécurité américaine. Aucune de ces questions n'est simple. Aucune n'a de réponse qui satisfera une opposition politique à la recherche de vulnérabilité à l'approche des élections de mi-mandat. Et sous toute cette analyse politique, il y a une réalité militaire plus dure, qui doit être dite clairement. Les États-Unis et Israël sont entrés dans ce conflit avec une théorie de la victoire précise. Frapper fort. Frapper vite. Dégrader la capacité militaire iranienne sous le seuil d'une riposte efficace. Et atteindre les objectifs stratégiques dénucléarisation, changement de régime, ou une combinaison des deux avant que le coût de l'opération ne dépasse la volonté politique de la soutenir. 3 vagues de missiles, photons, frappant Tel Aviv suggèrent que la dégradation de la capacité de riposte iranienne n'a pas eu lieu au rythme, ni à la profondeur, exigée par cette théorie de la victoire. Soit les frappes contre l'infrastructure de missiles iranienne ont été moins efficaces qu'évaluées. Soit l'inventaire Fatah était plus vaste, plus dispersé, que ce que le renseignement indiquait. Soit les deux. Dans tous les cas, cela exige une réévaluation fondamentale de la situation opérationnelle.
Pas un ajustement tactique. Une réévaluation stratégique. Parce que si l'Iran conserve la capacité de continuer à frapper Tel Aviv indéfiniment, alors la théorie de la victoire qui a lancé cette opération n'est plus viable, dans sa forme initiale. Ce qui la remplace, c'est la question que les commandants américains et israéliens sont en train de travailler, en temps réel, à cet instant. Avec les images de la troisième vague sur Tel Aviv sur tous les écrans du monde, il existe 3 grandes voies possibles à partir de maintenant. La première, c'est la poursuite de l'escalade. Intensifier de manière dramatique les frappes sur le territoire iranien, dans l'espoir de localiser enfin et de détruire les batteries Fatah restantes. Cette voie porte le risque le plus élevé d'une escalade iranienne supplémentaire, et le risque le plus élevé d'un élargissement du conflit au-delà du théâtre actuel. La deuxième, c'est une pause négociée. Utiliser des communications indirectes, dont plusieurs seraient actives selon des sources proches de la situation, pour établir un arrêt temporaire des échanges, pendant qu'un cadre plus permanent est exploré. Cette voie exige que les deux camps reculent par rapport à des positions auxquelles ils se sont publiquement engagés. Et c'est politiquement difficile, pour les deux. La troisième, c'est quelque chose dont personne ne parle publiquement. Mais que la logique militaire de la situation commence à rendre inévitable. Reconnaître que les objectifs initiaux de l'opération doivent être recalibrés en fonction du coût réel et de la durée réelle qu'exigerait leur atteinte. Aucune de ces voies n'est propre. Aucune ne mène au résultat pour lequel l'opération a été conçue. Tout implique d'accepter une réalité significativement plus complexe et plus coûteuse que celle qui avait été anticipée lorsque les premières frappes ont été autorisées. La troisième vague de missiles iraniens au-dessus de Tel Aviv n'est pas seulement un événement militaire. C'est une déclaration sur les limites de ce que la puissance aérienne et la frappe de précision, seules, peuvent accomplir face à un adversaire déterminé, disposant d'une capacité de riposte dispersée, durcie, et apparemment plus profonde que ce qui avait été évalué. Cette déclaration est écrite en feu à travers la ligne d'horizon de Tel Aviv. Et chaque gouvernement qui regarde ce soir est en train de la lire. Nous ne quittons pas cette couverture. Nous suivons toutes les évolutions en temps réel, sur tous les canaux disponibles. Dès qu'il y aura un mouvement confirmé militaire, diplomatique ou politique, nous vous le communiquerons immédiatement. C'était une analyse de dernière minute. Restez avec nous. Selfa, la chaîne du leadership, du développement personnel et aussi de l'information. Cette histoire n'est pas terminée. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.